Voilà. Et donc, on a également aujourd'hui le plaisir donc d'accueillir Anna-Louise Arena, qui est donc experte en santé mentale et soutien psychosocial et qui a fait une mission de déploiement par le mécanisme d'urgence des Pays-Bas, qui est un mécanisme qu'on peut solliciter pour venir donner du renfort dans une situation d'urgence pour tout ce qui est santé mentale et soutien psychosocial, et qui va nous présenter sa mission, le déploiement qu'elle a fait, ce qu'elle a observé sur le terrain. Et pareil, on aura l'opportunité de poser des questions à la fin de sa présentation. Voilà. Anna, je te laisse si tu as aussi d'autres choses que tu veux rajouter te concernant, n'hésite pas, bien sûr. Merci Cécile. Bonjour à tous et à toutes. Je vois quelques collègues ici que je reconnais. Euh, Merci pour l'invitation. Merci Peter pour ta présentation si éclairante. Donc je vais partager mon écran pour commencer. Ça a un peu changé ici en bas. Je vais essayer de trouver. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez Vous pouvez voir. Là, on voit tout ton écran, on voit pas que... Ok, d'accord. mais- Je vais ouais, le mettre. Hmm, Ça va maintenant? ouais. Oui, ok, d'accord. Donc, comme Cécile disait, j'étais déployée au Burundi le juin dernier, en 2025, pour appuyer l'afflux des réfugiés qui venaient de la République démocratique du Congo depuis janvier 2025. Euh, Peut-être vous ne le savez pas, c'est une crise qui se passe depuis des décennies, mais cet influx était très important. C'était le plus large depuis quelques années. Et comme Peter l'a mentionné dans sa présentation, c'était une crise qui a beaucoup impacté le Burundi et le pays était débordé. Et donc, il a fallu avoir un système de coordination pour appuyer cet influx de réfugiés. Et donc, ma mission était, mon rôle était plutôt interagence. Donc, j'étais accueillie par l'HCR, mais j'étais euh, là-bas pour appuyer toutes les organisations et toutes les agences qui travaillaient dans le domaine de la santé mentale et le soutien psychosocial. Euh, et une des premières choses qu'on m'a demandé, c'était de comprendre ce qui se passait dans le terrain, parce que bien sûr, il y a toujours beaucoup de travail qui est fait, mais on ne sait pas euh, forcément euh, qui est en train de faire quoi, comment. Et donc, il n'y avait pas une information de base pour informer la réponse, même pour savoir comment on, on pouvait coordonner de la meilleure façon. Euh, et donc, il a fallu faire une évaluation pour mieux comprendre les besoins et aussi les ressources, parce que je pense que souvent, nous nous concentrons euh, sur les défis et les problèmes, mais les communautés, ils ont toujours des ressources et des forces, des strengths on ne reconnaît pas et on peut utiliser ça dans the recovery, euh, pour que les gens puissent mieux se puisse mieux récupérer. Désolée. Donc, Non, c'est parfait. euh, OK. Donc là, on peut commencer, oui. On a voulu faire une évaluation, bien sûr avec l'appui de l'HCR qui a été essentiel pour le faire, mais aussi avec le soutien des partenaires locaux, comme par exemple l'Association des femmes médecins du Burundi, qui ont aussi apporté un appui très important au niveau de la santé mentale, aussi
GDC, Global Development Community, HealthNet CPO, qui est un acteur c'est un partenaire de l'HCR et Save the Children aussi. Donc, ils étaient déjà sur le terrain quand je suis arrivée. Et bien sûr, c'était essentiel de profiter de leur expérience sur le terrain, de leurs connaissances. Ils avaient déjà des bénévolats, même congolais, dans les camps et les centres de transit, qui nous ont beaucoup aidés à comprendre le contexte. Et l'exercice d'évaluation, il a été mené pendant 3 mois, donc juillet, septembre, et on a voulu comprendre, comme j'ai dit, les problèmes, mais aussi les ressources, et aussi quelles étaient les perceptions des besoins des réfugiés qui étaient sur le site et aussi sur les centres euh, de transit. Donc ici, on voit une dame qui était au centre de transit de Guitara. Euh, ces centres de transit, comme vous le verrez ici, je voudrais vous montrer. Donc ça, c'est le Burundi, ça fait frontière avec le Congo, vous voyez ici, et la Tanzanie, et au nord avec le Rwanda. Et les points en jaune, c'est les crossing points, donc où les gens franchissent la frontière quand ils s'enfuient vers le Burundi. Et après, on a aussi les centres de transit, que c'est les petites maisons en bleu. Et les petites maisons en bleu qui sont plein, c'est les centres, les sites, les refugee sites, donc les sites de réfugiés. C'est quelle la différence? Donc, il y avait deux types de locaux où les réfugiés y restaient. Donc, quand ils franchissaient la frontière ici, ils étaient donnés le statut de réfugiés. Beaucoup d'entre eux, ils avaient juste les habits sur le corps, ils n'avaient pas de documents. Donc, comme on sait qu'il y a une crise, ils arrivaient, ils étaient réceptionnés, accueillis, et après, ils étaient transférés dans les centres de transit, comme celui-ci de Gitara, que vous voyez ici au sud du Burundi, avec le cercle encerclé à rouge. Et ces centres de transit, les gens étaient censés de rester ici pendant quelques jours, même quelques semaines maximum. Mais en fait, et à cause de l'afflux, on parle de 70 000 personnes en quelques mois, c'est beaucoup. Donc, les gens, il restait ici pendant des mois, même 6 mois ou plus. C'est pas idéal parce que, en fait, le site de réfugiés qui a été préparé ou construit pour accueillir ces réfugiés, il était pas prêt et il pouvait pas accueillir les gens pendant qu'ils arrivaient parce qu'il y avait tellement de gens et le site, il avait pas de conditions. Donc, euh, j'ai décidé de focaliser l'évaluation, les exercices sur ces deux types de setting, de local. Donc, le site de réfugié, que c'est plus définitif, et le centre de transit, parce qu'il y avait tellement de gens au centre de transit et les conditions, elles étaient pas les mêmes. Et on a considéré que ce serait très intéressant de voir euh, quelles étaient les conditions. Donc voilà, la première étape a porté sur le centre de transit de Guitara que vous avez vu ici au sud et la deuxième étape sur le site de réfugiés de Mousseini qui c'est ici sur l'ouest du Burundi, très proche de la frontière avec la Tanzanie. Euh, donc, on a utilisé comme outil d'évaluation plusieurs outils qui étaient pertinents et on a utilisé le très utile kit d'évaluation de l'EMS. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu parler ou même vous avez eu déjà des formations sur l'ensemble minimum de services ou le Minimum Service Package. Euh,
Si vous ne le savez pas encore, c'est très bien pour faire des évaluations. C'est ce que j'ai utilisé et ça m'a beaucoup aidé. Surtout dans ce contexte où on voulait comprendre un peu de tout. Donc, on a utilisé une méthodologie mixte. On a utilisé des outils qualitatifs et aussi des outils quantitatifs. C'est-à-dire, qualitatif, on a pris le temps pour s'asseoir avec les gens, comprendre quels étaient les défis auxquels ils étaient en train de faire face, euh, pourquoi s'ils sentaient qu'il y avait de l'aide ou du soutien, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, on a fait beaucoup de groupes de discussion avec les gens. On a aussi visité les sites, on a fait l'observation aussi pour voir comment étaient les choses. Et les quantitatifs, c'était plus pour aussi complémenter cette information on a recueillie, pour aussi comprendre à travers d'une enquête auprès des ménages l'ampleur de la détresse psychologique. Donc, avec ces outils, on a fait une image plus complète de ce se passait dans ces sites et sont dans ces centres de transit. Donc ici, juste pour que vous ayez une idée de combien de participants ont fait partie de cette évaluation. Et voilà, les principales conclusions. Euh, donc, ces signes de détresse, ça, ces conclusions, elles sont venues de l'enquête qu'on a fait. Euh, on a, avec les partenaires locaux et aussi les partenaires internationaux qui étaient dans les sites et les centres de transit, on a réuni une petite équipe d'enquêteurs qui parlaient la langue, bien sûr, et qui ont été formés aussi en premier secours psychologique pour aller chez les gens et demander quelques questions. Bien sûr, avec tous les préoccupations éthiques et morales, et les gens étaient toujours informés et ils savaient que s'ils ne voulaient pas répondre, c'était bien aussi. Donc, tout ça a été expliqué auparavant. Et vous pouvez voir ici que les pourcentages, elles sont très préoccupantes. Elles sont très élevées aussi. Si vous voyez, plus de 80 % des personnes qui ont été enquêtées et ont ressenti la peur ou la colère euh, au cours des 2 dernières semaines à l'époque, donc quand on a fait l'enquête. Et beaucoup de gens aussi, plus de la moitié, euh, avaient aussi ressenti tellement de désintérêt pour les activités qu'ils voulaient plus rien faire du tout. Beaucoup de personnes aussi, et compréhensiblement, ont été bouleversées par la guerre et la crise qu'ils étaient en train de subir, qu'ils voulaient éviter les lieux, les personnes, les conversations. Et presque 30% se sentaient incapables de réaliser les activités essentielles de la vie quotidienne. On parle de faire les choses de jour à jour, quand quelqu'un se lève le matin pour aller se baigner, s'habiller, chercher de la nourriture ou de l'eau. Donc, on parle de ces choses basiques et que beaucoup de gens se sentaient incapables de faire. Ici, on voit les résultats à la question qui est en dessus. Donc, si les gens, s'ils agissent de manière étrange, donc s'ils voient ou entendent des choses qui ne sont pas là, ou s'ils parlent à quelqu'un qui n'est pas là. Donc, vous pouvez voir ici, on a désagrégé les données. On a des hommes, les femmes, des filles et des garçons. Et oui, les chiffres, ils sont aussi très élevés, ce qui démontre qu'il y a un détresse psychologique important. Et aussi, on a voulu entendre des parents, écouter
comment ça se passait avec les enfants. Je me souviens, j'étais souvent au centre de transit et quand j'essayais de faire des activités avec les enfants, ils étaient très agressifs. C'était très difficile de mener des activités avec eux parce qu'ils étaient tellement stressés, ils se commençaient à frapper. C'était un défi grand d'organiser quoi que ce soit. Vous pouvez voir ici, les parents, ils remarquaient que leur enfant pleurait ou criait plus que d'habitude, qu'il y avait des cauchemars, ou troubles du sommeil. Euh, Aussi, ils étaient moins bavards que d'habitude, ils démontraient un comportement agressif. Et grâce à des rapports internes aussi du côté santé du site Mousseini, on a constaté aussi que les problèmes de santé, ils étaient la deuxième cause de morbidité après le palu, ce qui est très préoccupant, très very, very, yeah, très Pas préoccupant, c'est parfait. Ok, d'accord, merci. Euh, les troubles mentaux qui étaient plus enregistrés à Mousseini, c'était le chagrin, le syndrome de stress post-traumatique. On avait beaucoup de gens qui nous disaient, même dans les discussions de groupe, quand il y avait un bruit, quelque chose, euh, si quelqu'un frappait à la porte ou ils sentaient quelque chose dans le toit, ils étaient immédiatement bouleversés à cause de ce qu'ils ont subi pendant leur fuite. Dépression aussi, anxiété et stress aigu. Euh, la violence sexuelle et la violence basée sur le genre, je mets les deux ici parce que on avait des femmes, des enfants, mais aussi des hommes qui ont été affectés. C'est une violence qui est utilisée comme arme de guerre. Et au Congo, c'est quelque chose. Je vous dis que presque tout le monde avec qui je parlais avait subi un type de violence. Donc, c'était quelque chose vraiment qui a affecté tellement de personnes. Et ça, c'est quelques phrases que les gens ont partagées pendant les groupes de discussion, qui étaient bien sûr aussi dans un lieu sûr. Et on n'a pas partagé des noms, bien sûr, c'était quelque chose de... euh, c'était quelque chose que nous préoccupait aussi, de protéger les gens qui ont pris le temps de partager leur expérience avec nous. Euh, Comme stratégie d'adaptation, on avait beaucoup d'abus d'alcool, de substances, surtout un groupe, c'était un peu parmi toute la communauté, mais un groupe spécifique, les hommes et les jeunes hommes qui étaient seuls, qui n'avaient pas un réseau de soutien, une famille et qui habitaient tout seuls. Il y avait beaucoup de jeunes comme ça qui commençaient à boire et à prendre des drogues. Aussi la prostitution, une fois que, et comme vous allez voir d'ici peu, euh, il n'y avait pas de liberté de mouvement, surtout dans les centres de transit. Les gens, ils ne pouvaient pas sortir pour euh, travailler ou gagner de l'argent. Et donc, ils étaient tellement dépendants de l'assistance humanitaire que certains commençaient à se prostituer. On avait aussi des cas de jeunes femmes, des filles euh, qui, euh, qui couchait avec quelqu'un parce qu'il disait, ah, j'ai un peu d'argent tu peux acheter ça si tu dors avec moi, si tu te couches avec moi. C'était très compliqué aussi. Et oui, les gens, ils ont commencé à prendre des stratégies pour survivre. Le suicide aussi. Et j'étais surprise de voir que je savais pas comment aborder cette question pendant les groupes de discussion de groupe, mais les gens, ils étaient très ouverts et oui,
ils ont dit que beaucoup d'entre eux, qui les a passés par la tête de finir avec leur vie à cause de la souffrance qu'ils étaient en train oui, de subir. Vous voyez que les chiffres ici sont tellement hauts. On était très préoccupés quand on a vu ça. Et donc, il y a, comme vous le savez, il y a des stratégies d'adaptation qui sont négatives, c'est le coping mechanism, mais aussi positif. Et on a vu ça aussi dans les centres de transit et même le site, parce qu'on voulait savoir comment euh, appuyer et soutenir ce type d'initiative qui venait de la communauté pour qu'ils puissent s'épanouir et commencer à se sentir un peu plus en contrôle parce que pendant une urgence, c'est ça qu'on perd, n'est-ce pas? On perd le contrôle sur notre vie et à travers de ces activités, c'est un peu comme on sent que on peut quand même contrôler un peu de ce qui se passe autour de nous. Donc, presque tout le monde avec qui j'ai parlé, il voulait travailler, mais ils pouvaient pas, comme je vous les ai dit, ils n'arrivaient pas à sortir du centre. Donc, euh, participer à des associations de jeunes, c'était quelque chose qu'ils faisaient déjà au Congo et que c'est fini à cause de la guerre. Jouer de la musique, jouer au foot, le sport aussi, c'était très important. Les activités manuelles pour les femmes. Euh, et oui, juste passer du temps avec les amis, la famille, c'était quelque chose aussi qui a été mentionné. Euh, on voulait aussi comprendre les comportements de recherche d'aide. Euh, on voulait comprendre combien de personnes essayaient de chercher de l'aide et s'ils ne cherchaient pas, pourquoi. Euh, et donc, beaucoup de gens, ils savaient pas où chercher de l'aide. On avait même au centre de transit un psychologue et un infirmier psychiatrique, mais on a constaté pendant les discussions que beaucoup de monde, ils savaient pas qu'ils étaient là. Donc ça, si on a le service, mais si les gens ils savent pas qu'il est là, ça, oui, c'est pas grand-chose. Donc, ils n'avaient pas le temps aussi de chercher de l'aide parce que il y avait tellement de choses à régler avec leurs enfants, aller chercher la nourriture, euh, de l'eau, euh, tout ça les empêchait aussi de chercher de l'aide. Aussi penser que les services ils vont pas vraiment aider. C'était quelques perceptions. Oui, qu'il existait aucun service et qui se sentaient pas à l'aise ou que le service était trop coûteux. Que c'était quelque chose. On était aussi surpris parce que, comme vous le savez, dans des centres de transit et même dans les camps de réfugiés, c'est totalement gratuit. Euh, mais parfois l'information qui passe, c'est pas cette, la correcte. Euh, on voulait aussi comprendre à euh, qui les gens cherchaient. Et on a vu que les chefs religieux, aussi les guérisseurs traditionnels, euh, étaient très cherchés. Après, les amis, la famille et les travailleurs sociaux communautaires. Donc, les gens qui euh, sont embauchés ou comme bénévoles pour aller dans la communauté et parler avec les gens. On a fait une cartographie des acteurs qui œuvraient dans le domaine de la santé mentale. Ça, c'était à Mousseini parce qu'au centre de transit, on n'avait qu'un partenaire qui apportait, c'était TPO, HealthNet TPO, mais à Mousseini, on avait beaucoup plus d'organisations. Donc, vous voyez ici, quelques-uns sont des acteurs locaux, les autres sont internationaux. Et voilà, TPO, c'est le seul qui offrait des services de santé mentale à Guitara, et donc au centre de transit en général. Ici, on a déjà utilisé les activités qui sont dans le ensemble minimum de services. Je sais que c'est beaucoup à lire, mais ça nous a aidé à voir quelles activités
étaient les plus mises en œuvre. Et on a constaté, par exemple, que euh, la familiarisation des personnels de première ligne ou même des leaders communautaires sur la santé mentale, c'était quelque chose qu'on pouvait renforcer parce qu'en fait, il n'y avait pas euh, beaucoup d'activités de sensibilisation à ce respect. Et pendant cet exercice, on a constaté qu'il y a beaucoup de facteurs de stress. On appelle ça en anglais de daily stressors. Donc, les stresseurs de jour le jour, à long terme, ça crée tellement de stress et ça peut même empirer notre bien-être, notre santé mentale. Et ça gagne même beaucoup d'importance. Même euh, parfois, les gens, c'est pas ce qu'ils ont subi pendant la fuite. Ils se plaignent, bien sûr, des conditions qu'ils sont en train de vivre dans les sites où ils sont. Donc, liberté de mouvement, c'était la première pour tout le monde. Les gens, ils voulaient sortir, ils voulaient se sentir indépendants et pas comme en prison. C'est quelque chose que l'HCR euh, on travaille et on fait le plaidoyer avec le gouvernement, mais bien sûr, il y a d'autres questions sécuritaires, c'est pas évident. L'insuffisance de denrées alimentaires, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Programme mondial de l'alimentation, ils ont dû réduire la ration minimum qu'on donnait aux personnes réfugiées, c'est-à-dire que les gens avaient faim. Euh, le manque d'opportunités économiques, même récréatives. Les jeunes, ils voulaient jouer au foot, mais il n'y avait pas d'espace. Euh, la manque de privacité parce qu'on avait, comme vous voyez ici, ça c'est des bâches. Euh, il y avait beaucoup de familles dedans. Euh, et les gens, quand ils voulaient se changer, s'habiller, c'était compliqué. Et absence d'intimité, bien sûr, parce que les hommes et les femmes, ils étaient séparés. Donc, les maris, les épouses, et c'était compliqué de vivre comme ça pendant des mois, quand les gens, ils ont besoin d'être ensemble, en famille, pour se soutenir. Il y a aussi, bien sûr, la séparation familiale, une absence de sentiment de sécurité. Par exemple, en Moussénie, il n'y avait pas encore de lumière et surtout les femmes et les filles elles se sentaient pas en sécurité pour marcher seules. Et aussi l'interruption de l'apprentissage. Comme vous le savez, l'éducation, c'est quelque chose aussi qui offre un sens de routine très important pendant ces situations d'urgence. Donc là, euh, on a euh, trouvé que c'était aussi important de plaider euh, pour, euh, pour que les enfants et les jeunes ils puissent reprendre leur éducation le plus tôt possible. Euh, oui, parce que c'était quelque chose que même les parents et les enfants ils demandaient beaucoup. Quand est-ce qu'on va commencer l'école? Les gens ils ont fui en janvier, donc ils ont perdu un an déjà d'école. Et quand on a fait ça, on arrivait presque au début du prochain année scolaire et les gens, ils étaient vraiment préoccupés, bien sûr, parce que beaucoup d'entre eux, ils savent que l'éducation, c'est très important et c'est ça qui, qui nous permet d'avoir un futur, quoi. C'est très important. Donc aussi, l'impossibilité d'honorer les traditions funéraires. Euh, les gens, ils trouvaient, parce qu'ils n'avaient pas de l'argent, quand quelqu'un est décédé, ils n'avaient pas de la nourriture pour offrir à quelqu'un. Aussi, ils pouvaient pas partir accompagner la famille pendant l'enterrement. Donc, parfois, c'était juste la personne qui allait avec son proche pour enterrer quelqu'un. Et ça, c'était quelque chose aussi qui avait beaucoup d'impact dans le bien-être, la santé mentale de la communauté. Et aussi, une manque de transparence.
comment est-ce que les denrées alimentaires, même les tentes, étaient distribuées, les gens, euh, il y avait un sens d'injustice. Et ça aussi, ça rendait les gens désespérés et et avec une difficulté de confier, de faire confiance au système. On a aussi recueilli quelques témoignages des gens qui travaillaient de près avec les communautés. Euh, donc, on a parlé avec quelques assistantes, protection de Save the Children. Euh, Aussi, ce monsieur qui vous voyez là, Boniface, il était professeur au Congo avant de fuir son pays à cause de la guerre. Et même s'il n'y avait pas d'activité organisée pour les enfants au centre de transit, il a décidé de prendre l'initiative et il faisait euh, ses voitures très chouettes avec le carton et il organisait des activités avec les enfants. Donc, c'est bien de voir les gens oui, qui prennent l'initiative et ils veulent euh, contribuer pour que leur communauté se sente mieux. Et voilà, donc après tous les conclusions, tous ces chiffres qu'on on a vus, les discussions qu'on on a eues, on a décidé de faire des recommandations très pratiques parce que, comme vous le savez, et c'était Peter, il a mentionné aussi, mais c'était l'année où le système il était tellement bouleversé. Pendant que j'étais au Burundi, beaucoup de personnes ont été virées. On a eu on avait moins de personnel et beaucoup plus de besoins. Donc, les recommandations, on voulait que ce soit quelque chose de très pratique qui peut être mis en œuvre et pas oui, recommandations très belles qui après, personne ne va les mettre en œuvre à cause oui, des ressources, de manque de ressources. Euh, donc, comme on a vu qu'il y avait pas beaucoup de connaissances ou même de sensibilisation en matière de santé mentale, on a proposé de faire des ateliers, cours pour sensibiliser les communautés, mais aussi les travailleurs de première ligne. Euh, Continuer à plaidoyer pour la liberté de circulation, aussi prioriser le transfert des gens qui étaient dans le centre de transit pour le site réfugié où il avait beaucoup plus de services qui pouvaient accéder. Améliorer la sécurité du site pour tous, en particulier pour les femmes et les filles. Elles ont mentionné surtout quelques chemins et on a fait une carte euh, avec les routes et les endroits où elles avaient plus peur d'aller. Et après, on a aussi, oui, mis ça dans les constats. Euh, Aussi, sélectionner des équipes de vigilance avec des élections parce que les gens ils se plaignaient aussi que beaucoup des gens qui faisaient partie des équipes de vigilance étaient en train de voler. Ils n'étaient pas des gens auxquels la communauté faisait confiance. Donc, ça n'était pas un processus participatif et les gens ils se méfiaient. Oui, et aussi créer des équipes de vigilance mixtes. C'était un peu euh, pas tout le monde était d'accord avec ça parce qu'ils voulaient pas mettre en risque les femmes, bien sûr, mais quelques femmes ont suggéré cette idée. Donc après, oui, c'est à eux de décider s'ils veulent le mettre en œuvre ou pas. Aussi, améliorer la distribution de denrées alimentaires et aussi d'articles non alimentaires. Pourquoi? Parce que euh, surtout les gens handicapés, mais aussi les gens plus âgés, ils avaient beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait pas une ligne, c'était le chaos. Parfois, entendaient pas quand ils appelaient leur nom et quand ils arrivaient finalement, ils n'avaient pas
de nourriture. Donc, ça causait beaucoup de stress et c'est pas quelque chose si compliqué de organiser une ligne pour ces gens euh, et peut-être trouver un endroit un peu plus grand ou séparé parce qu'il y a tellement de gens euh, qui, qui va en même temps quand ils n'ont pas besoin. Donc, c'est quelque chose qui, il vaut la peine prendre le temps pour mieux organiser parce que ça cause tellement de stress aux gens. Euh, oui, faciliter l'accès aux médicaments psychotropes, c'est toujours quelque chose de très compliqué, surtout aussi pour les gens qui euh, souffraient déjà de détresse ou avec quelques problèmes de santé mentale avant de fuir le Congo et qui n'avaient pas accès à ces médicaments, leurs médicaments habituels. Et ça, c'était, oui, c'était quelque chose qui venait avec les organisations internationales, mais il n'y avait pas tout le temps cette disponibilité. Et oui, intégrer la santé mentale, bien sûr, c'est l'objectif euh, et avoir un point focal dans chaque secteur pour s'assurer que la santé mentale n'est pas oubliée pendant les réunions et oui, pendant aussi les moments de plaider pour, pour plus d'aide. Oui, et soutenir le gouvernement dans l'intégration des réfugiés dans le plan stratégique national. Donc, c'était quelque chose que c'est en train d'être fait. Et je pense qu'avec ce rapport, ça va aussi aider. euh, on va pouvoir faire un plaidoyer euh, plus fort pour qu'ils puissent intégrer les réfugiés parce qu'on parle de cet afflux qui est très récent, mais on a des réfugiés congolais au Burundi depuis 20 ans, presque. Donc, c'est une réalité. Ces gens, ils vont pas retourner aussitôt à cause de ce qui se passe à l'est du pays. Et il faut penser à, oui, faire cette liaison entre les communautés hautes et les communautés de réfugiés et renforcer la santé mentale avec ces deux, oui, ces deux acteurs. Euh, aussi, l'éducation des enfants et des jeunes, c'était quelque chose qu'on a recommandé. Un espace sûr pour que les membres puissent se réunir. Euh, les, au centre de réfugiés aussi, au site de réfugiés, au centre de santé, les gens, ils n'avaient pas vraiment un endroit où ils pouvaient, euh, oui, être à l'aise et faire ces activités. Même pour prier, c'était compliqué. On avait une communauté musulmane, des chrétiens, d'autres professions de foi. Et oui, les gens, ils improvisaient un endroit pour le faire, mais l'idéal, oui, ce serait d'avoir, c'est pas très compliqué, hein, une bâche où les gens, ils pouvaient nager à leur goût pour avoir ces activités. Oui, avoir des activités structurées pour les enfants et aussi pour les caregivers. On a parlé aussi les jeunes garçons taille familiale 1, ce qu'ils étaient seuls et qu'il y avait beaucoup de comportements de risque à cause de ça. Quand les gens, ils n'ont pas d'occupation, ils n'ont pas d'espoir, euh, ils commencent à avoir des comportements, oui, de risque qui sont, ils peuvent être très dangereux. Et la sociothérapie, que c'est aussi quelque chose de très important. Euh, on a un projet avec TARS. Ça s'appelle Trauma Healing and Reconciliation Service. C'est une organisation qui a été créée en Rwanda, au Burundi. Peter, peut-être il va pouvoir me corriger. Et il se foque dans oui, le healing de la communauté à cause du trauma générationnel causé par les conflits dans cette région. Ok, désolée, je pense que j'ai pris beaucoup de temps. J'espère que
ça vous a plu et si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, merci beaucoup, Anna-Louisa. Je pense que on était contente de t'entendre et que tu aies le temps de bien expliquer aussi tout le travail que tu as fait, l'importance de faire une évaluation, aussi qu'il y a des outils qui existent que vous pouvez utiliser quand vous voulez faire une évaluation sur lesquels vous pouvez vous appuyer, etc. Et c'est aussi très précieux de voir que voilà, quand on parle vraiment des recommandations, bah, vous voyez, il y a des recommandations à plein de niveaux différents et pour plein de secteurs qui peuvent être aussi bien sur l'organisation des camps que de faire du plaidoyer, que certaines activités spécifiques, que de l'information. Et donc, bah, de prendre le temps d'aller collecter des informations et des résultats probants, bah, ça permet de faire des recommandations qui sont vraiment beaucoup plus fines et adaptées vraiment au contexte dans lequel on est. Donc, j'arrête l'enregistrement. Merci pour ceux qui ont regardé en replay. Et puis, je passe la